Bonjour les pilotes, et allez, alimentons un peu ce nouveau blog avec du contenu inédit. Et pour le coup, je vais faire dans la tradition quand même, avec un nouvel article mêlant listes et rapports de bataille. C'est que dimanche dernier, les camarades Acteris, Albus et Precham et moi-même avons fait notre session mensuelle X-Wing plus jeu de rôle, Apocalypse World dans l'espèce. Et comme souvent, pas toujours mais souvent, nous avions convenu d'une petite règle à la con qui portait cette fois sur la conception de listes. Et là, il me faut noter un truc, ces listes ont été conçues et ces batailles livrées avant que FFG ne publie la mise à jour de janvier quant au point d'escadron et au slot des vaisseaux, dans la nuit de lundi à mardi. Du coup, les listes dont je vais vous causer aujourd'hui, eh bien, ont quelque chose d'un petit peu obsolète. Les coups ont pu bouger vers le haut ou vers le bas. Certains trucs tournent encore, d'autres plus vraiment, ou bien parfois suffisamment de points d'escadron ont été dégagés pour compléter un chouïa ces listes. C'est le cas de la mienne par exemple. Mais notre règle à la con, disais-je, elle était exceptionnellement tordue. Enfin, pas forcément tant que ça, c'est juste que ça demandait davantage de préparation que d'habitude. À l'origine, il y avait une suggestion de ma part, coupable, votre honneur, liée à une vidéo que j'avais vue sur YouTube et que je serais bien en peine de retrouver. Une partie filmée d'un tournoi du temps de la V1, au cours duquel chaque joueur devait composer avec un élément de liste imposé par faction pour environ un tiers des points de la liste complète. Sans rentrer dans les détails, ça donnait par exemple qui joue Empire doit aligner ce TIE Striker avec ses améliorations précisément, ou qui joue Rakai doit aligner ses deux chasseurs de tête Z95 à poil, ce genre de choses. L'idée me plaisait bien, je l'ai soumise à mes camarades, et si elle a été remisée de côté lors de notre précédente partie pour cause de temps de préparation insuffisant, elle est ressortie pour notre partie de janvier. Le temps de préparation, disais-je, cela tenait à ce que nous n'étions pas exactement dans la même situation que les tournoyeurs évoqués plus haut. Dans leur cas, c'étaient les organisateurs de la rencontre qui avaient décidé de ces socles, comme on les a désignés, mais nous n'avions pas quant à nous ce regard externe, aussi avons-nous convenu de faire chacun une proposition pour chaque faction, correspondant à 70 points d'escadron, plus ou moins 5. Une proposition par ailleurs impossible à modifier, par exemple en ajoutant d'autres améliorations. On devait prendre le socle comme tel, vaisseau, pilote et amélioration. Après quoi on voterait, forcément pour une autre proposition que la sienne, parce que fort, parce que fun, parce que chelou, et hop. Quand nous avons commencé à travailler cette idée, la vague 2 n'était pas encore sortie, aussi nous étions-nous concentrés sur les 3 seules factions de la V1. Je ne vais pas faire le détail des votes, mais voici quels ont été les résultats. Pour l'Empire Galactique, c'est la proposition de Seprecham qui l'a emporté. Un TIE Reaper, le Major Vermeil, 49 points d'escadron, avec à bord l'Empereur Palpatine, 13 points d'escadron, et avec le talent Feint, 4 points d'escadron, soit 66 points d'escadron en tout. Alors ça donnerait 65 avec les nouveaux coups, Palpatine ayant baissé de 2 points, tandis que Feint a augmenté d'1 point. Pour l'Alliance Rebelle, c'est ma proposition qui l'a emporté, même si je ne sais pas jouer les rebelles. Il y avait d'abord un chasseur taille Helen qui était le capitaine Rex à poil, 32 points d'escadron, et un A-Wing RZ-1, à savoir Arvel Krenid, 36 points d'escadron, avec des missiles ioniques, 4 points d'escadron, et le talent Intimidation, 3 points d'escadron, soit 32 plus 43, soit 75 points d'escadron. 73 avec les nouveaux coups, Arvel Krenid coûtant désormais 2 points de moins. Enfin, pour les Ragai et Scélérat, c'est la proposition d'Albu qui l'a emporté. Un chasseur qui rase, Talonbane Cobra, 50 points d'escadron, avec des boucliers améliorés, 6 points d'escadron, un système d'occultation, 6 points d'escadron, et le talent Loup Solitaire, 4 points d'escadron, soit 66 points d'escadron, et là ça ferait 67 avec les nouveaux coups, Loup Solitaire ayant pris 1 point. Seulement voilà, le temps que l'on se fixe pour la date de la rencontre, la vague 2 est sortie. Alors autant proposer aussi des socles pour les 2 nouvelles factions qu'étaient le premier ordre de la résistance. Nouvelle séance de création et nouvelle séance de vote à distance qui a débouché sur une impasse. Aucune proposition dans ces 2 factions ne se démarquait des autres. À la suggestion d'Albu, nous avons décidé que, dans le cas de ces 2 nouveaux venus, chaque joueur devrait se baser sur les socles conçus par celui dont le prénom le suivait dans l'ordre alphabétique. En ce qui me concerne, cela m'imposait de composer avec les socles proposés par Acteris. Soit pour le premier ordre, un TIE VN Silencer qui était Blackout, 70 points d'escadron, avec le talent Tirabile, 1 point d'escadron, et la technologie optique avancée, 4 points d'escadron pour 75 points d'escadron en tout. Alors gros changement ici, le socle passe à 70 points d'escadron seulement, car si Tirabile coûte désormais 1 point de plus, Blackout en revanche coûte 6 points de moins. Et pour la résistance, il s'agissait d'un X-Wing T-70, J.Q. Stubbs, 50 points d'escadron, avec un Astromech M9G8, 7 points d'escadron, la configuration gratuite S-Foils intégrée,
Des missiles groupés, 5 points d'escadron, des boucliers améliorés, 6 points d'escadron, et un synchroniseur télémétrique, 5 points d'escadron, pour 73 points d'escadron en tout, 74 avec les nouveaux coups, le synchroniseur télémétrique ayant pris 1 point. J'ai assez longtemps hésité honnêtement. Si la proposition pour la résistance ne m'enchantait pas plus que cela, je me suis demandé notamment si ça ne serait pas l'occasion de retenter aussi bien Palpatine que le Reaper en prenant la proposition impériale. Mais cela faisait aussi quelque temps que je me disais qu'il me faudrait tenter les racailles. Finalement, cependant, mon choix s'est porté sur le Premier Ordre, parce que je voulais creuser un peu plus cette faction, qui m'a plutôt emballé à la base, et ce même si Blackout ici correspondait en tout point à celui que j'avais joué lors de ma première partie avec le Premier Ordre. Cela dit, il s'était fait fumer d'entrée, et ça me frustrait, je n'avais en fait pas vraiment joué ce vaisseau, et j'ai donc supposé que ça serait une bonne occasion d'y remédier et de me venger. Bon, bien sûr, nous avons gardé nos choix secrets jusqu'au dernier moment, et pour ce qui est de mes camarades, Acteris a choisi de jouer Impérial, avec donc la proposition de ses préchams. Albu a choisi de jouer Rakai, avec sa propre proposition, et ses préchams enfin a joué Premier Ordre avec ma proposition pour le coup. Donc un chasseur taille SF qui est Quick Draw, 45 points d'escadron, avec l'artilleur des forces spéciales, 10 points d'escadron, des missiles à concussion, 6 points d'escadron, des boucliers améliorés, 6 points d'escadron, le talent tactique de nuée, 3 points d'escadron, et la technologie optiques avancée, 4 points d'escadron pour 74 points en tout. Et cette fois le coup n'a pas bougé. Mais voyons donc plus précisément ce qu'il en est de ma liste. Alors attention au passage, les illustrations tirées du générateur d'escadron officiel correspondent du coup aux nouveaux points. Commençons par le socle conçu par Acteris. Il s'agit d'un TIE VN Silencer piloté par Blackout, 70 points d'escadron. Tous ces gros chasseurs plutôt balèzes bénéficient de la même capacité générique appelée autopropulseur et empruntée à l'intercepteur TIE-In impérial. Après avoir effectué une action, je peux faire un tonneau ou une accélération rouge. Quant à la capacité unique du pilote, elle consiste à faire lancer 2 dés de défense en moins au vaisseau qui l'attaque dès l'instant que cette attaque est gênée par un obstacle. Cool. Le talent qui va avec coule de source. Tir habile, 1 point d'escadron, bien sûr. Dès lors, tant que j'effectue une attaque gênée par un obstacle, je jette un dé d'attaque supplémentaire. Autant dire qu'avec Blackout, c'est la double peine. Mais il est aussi équipé de la technologie optiques avancée, 4 points d'escadron. Tant que j'effectue une attaque, je peux dépenser un marqueur de concentration pour changer un résultat vierge en un résultat dégâts, ce qui est toujours bien. En tout, Blackout, ainsi conçu par Acteris, mais qui correspond donc exactement à celui que j'avais joué dans ma liste Hello Dark Side My Old Friends, si la proposition d'Acteris était antérieure, coûte 75 points d'escadron. Ou plus exactement, il coûtait 75 points d'escadron, mais 70 seulement aujourd'hui, puisque donc Tirabil coûte 1 point de plus, mais Blackout 6 de moins. Ce qui me laissait 125 points à compléter avec une liste de mon cru. Tout d'abord, il me fallait un autre petit vaisseau, et je n'ai guère hésité longtemps. Déjà très emballé à la base par le chasseur taille SF, et notamment par son pilote Quick Draw, 45 points d'escadron. Pas pour rien que j'en avais fait ma proposition de socle pour le Premier Ordre, dont a hérité ses préchams. J'ai choisi de ressortir la championne, mais dans une configuration un peu différente, celle en fait que l'on avait jouée contre moi et dont j'avais causé dans mon article N-List. Le taille des forces spéciales dispose de la capacité générique tourelle d'armes lourdes. En sus de son arc de tir avant, il a un arc de tir mobile, mais qui ne peut être orienté que vers l'avant ou vers l'arrière. Par ailleurs, cette tourelle a pour effet de changer le prérequis de certains missiles, mais inutile de rentrer dans les détails ici, puisque pour le coup, je n'ai pas équipé Quick Draw d'amélioration de ce type. En revanche, il faut toujours mentionner la carte d'artilleur réservée, artilleur des forces spéciales, 10 points d'escadron, qui a 2 effets. D'une part, si la tourelle est dans l'arc avant quand on effectue une attaque d'arme principale, alors on jette un dé d'attaque supplémentaire, le châssis de base étant à 2. D'autre part, si la tourelle est orientée dans l'arc arrière, alors après avoir effectué une attaque d'arme principale dans l'arc avant, on peut faire une attaque bonus dans l'arc arrière, toutes deux avec un 2 rouge de base. Le taille SF est un vaisseau très versatile, d'autant que sa barre d'action permet de lier n'importe laquelle de ses actions normales avec une action de rotation de la tourelle blanche, ce qui est très cool, même si en cours de jeu cela peut impliquer son lot de paris. Mais Quick Draw donc, après avoir perdu un bouclier, elle peut dépenser une charge, elle en a une, récurrente, pour effectuer une attaque principale bonus. Maintenant il s'agissait de la doper en associant 3 améliorations destinées à assurer ses tirs. Il y a tout d'abord la technologie optiques avancée, 4 points d'escadron, je n'y reviens pas, j'en ai parlé pour Blackout. Ensuite il y a le senseur système de commande de tir, 3 points d'escadron.
En cas d'attaque contre un défenseur qu'elle a verrouillé, notre championne peut relancer un dé d'attaque, mais dans ce cas, elle ne peut pas dépenser son acquisition cible lors de cette attaque. Enfin, il y a le talent adjectif réservé au premier ordre qui est fanatique, 2 points d'escadron. Quand Quick Draw effectue une attaque d'arme principale, si elle n'est pas protégée, elle peut changer un résultat concentration en un résultat dégâts. Et tout ça va très bien ensemble. Oui, malgré les 3 boucliers du TSF, on en avait causé dans un précédent article. Ainsi qu'ensuite, Quick Draw représente 64 points d'escadron. Représente-t-elle encore, mais cette fois la différence est minime. Le système de commande de tir coûte 1 point de moins. Quick Draw ainsi conçu représente donc 63 points d'escadron avec les nouveaux coups. Enfin, j'avais envie de compléter cette liste avec un gros socle, ce qui ne laisse pas 36 000 options avec le premier ordre, ça serait forcément une navette de commandement de classe Upsilon. Inutile de revenir sur la capacité générique batterie jumelée, je ne me suis pas équipé d'un canon. De manière générale, je ne cherchais pas ici à faire quelque chose de compliqué avec des combos dans tous les sens. Je voulais simplement un tank bien solide et qui tape dur, sans fioritures. Pour ce faire, le pilote générique, à savoir le pilote de la base Starkiller, 56 points d'escadron, me paraissait amplement suffisant. Mais je pouvais compléter avec un équipage bien pénible, ou plus exactement qui le deviendrait au fur et à mesure que la partie progresserait, la capitaine Phasma, 5 points d'escadron, qui a pour effet, à la fin de la phase d'engagement, d'infliger un marqueur de stress à tout vaisseau ennemi à portée 0-1 qui n'est pas déjà stressé. Pas besoin de plus. La navette ainsi équipée représente 61 points d'escadron. Le gros socle coûte donc moins cher que les 2 petits machins qui volent à ses côtés, oui. Et pas de changement ici dans l'ajustement des points d'escadron. Et la liste en tout représente 200 points d'escadron tout rond. Représentait. De fait, en raison surtout du coût diminué de Blackout, cette liste ne représente plus aujourd'hui que 194 points d'escadron. Et il y a sans doute plein de trucs à faire avec ces 6 points de rab, à moins de préférer un bide, mais je le trouverais un peu trop épais pour le coup. Voici donc le résumé de la liste, attention, selon les coûts initiaux. Donc nous avons un chasseur TSF qui est Quick Draw et qui fait 64 points en tout. Quick Draw 45, Fanatique 2, Système de commande de tir 3, Artilleur des forces spéciales 10, Optiques avancées 4. Il y a une navette de commandement de classe Upsilon qui est un pilote de la base Starkiller qui fait 61 points d'escadron en tout, pilote de la base Starkiller 56, capitaine Phasma 5. Et il y a un TIE VN Silencer qui est Blackout, 75 points d'escadron en tout, Blackout 70 points, tir habile 1, optiques avancées 4, total 200 sur 200. Nous avons tiré au dé pour déterminer qui affronterait qui lors du premier round et je suis tombé contre le camarade Albu. Albu jouait donc Rakai, ce qui lui imposait de prendre Talonbane Cobra à bord de son chasseur Kiraz, tel qu'il l'avait lui-même conçu. Il avait complété sa liste avec 2 vaisseaux, d'abord un gros socle qui était un cargo léger YT-1300 personnalisé, piloté par Han Solo et bénéficiant du titre Faucon Millennium de Lando, mais Albu a fait l'impasse sur le vaisseau de secours. Ensuite un socle moyen qui était un chasseur G1A piloté par le droïde Forlom et que je n'avais jamais joué contre ce vaisseau. Si Talonbane Cobra en bon loup solitaire était un peu à part, les 2 autres vaisseaux jouaient ensemble, et bizarrement d'une manière qui pouvait ressembler à celle de ma propre liste. En effet, il s'agissait d'une part de tirer parti des obstacles, tout particulièrement avec Han Solo, et il y avait dans l'équipage du YT-1300 Sufferer Tobias Beckett, qui est assez rigolo à ce propos, et d'autre part de jouer sur le stress de l'adversaire avec Forlom, mais aussi Triple Zero, embarqué Sufferer sur le G1A, ce qui aurait des conséquences bizarres en fin de partie. Le placement des obstacles a rendu le milieu du plateau encombré, Tobias Beckett semant encore un peu plus la zone, ce qui était probablement idéal pour mon Blackout, mais aussi pour Han. J'ai placé ma navette au milieu, histoire de couvrir une bonne zone, oui, malgré les obstacles. Forlom puis Han se sont placés en face. Blackout trouvait tout naturellement sa place un peu plus à droite pour bénéficier des obstacles quand il attaquerait le YT-1300 et ou le G1A. Je visais plutôt ce dernier à vrai dire. Et Albu plaçant son loup solitaire à bonne distance sur ma gauche, j'ai choisi d'accepter le duel en lui opposant Quick Draw. Dans un premier temps, cette configuration m'a été plutôt favorable. Blackout était bien placé pour se lancer à l'assaut de Forlom à travers des obstacles, quitte à subir un peu de stress en traversant des débris. Pas grave, il rendait ses tirs plus menaçants. Je ne comptais pas me précipiter avec la navette, mais l'approche du YT-1300 m'a incité à un jeu plus agressif, même s'il en a résulté d'abord une collision, ce qui n'était pas dramatique, du moins au départ. Mais ça a eu des conséquences en matière de stress. Forlom déjà s'en prenait de la sorte à Blackout avec Triple Zero, mais ma capitaine Phasma a eu un effet pervers. Son vilain tour ayant lieu à la fin de la phase d'engagement,
tandis que celui de Forlom avait lieu au début de la phase de dénouement. Le stress infligé par Phasma au G1A était aussitôt transféré sur Blackout. Et ça, je ne l'avais pas du tout grillé jusqu'à ce que la situation se présente. Le silencer s'est mis à collectionner les marqueurs de stress et j'ai dû faire mon deuil de son économie d'action. Cela dit, les obstacles lui permettaient toujours de placer quelques tirs honnêtes sur le G1A surtout. Cafouillage au milieu du tapis de jeu donc. Mais Han semblait vouloir pivoter au milieu du terrain pour prendre à revers Quickdraw. C'est que mon TSF n'avait pas attendu que ça se décante au milieu. Talonbane Cobra comptait semble-t-il rester à distance puis se tourner pour aller voir ailleurs. Mais Quickdraw a foncé, s'assurant une bonne position de tir, tandis que le Kiraz lui tournait le dos, incapable de tirer sur qui que ce soit. Et quand Han s'est mis à tirer sur Quickdraw, il a du coup suscité des attaques bonus de la part de Mont ISF à l'encontre de Talonbane Cobra. En outre, l'Upsilon était maintenant en mesure de tirer dans le dos de Han. Albu a alors joué une tactique de blocage. En milieu de tapis, Forlom s'est positionné de sorte à gêner aussi bien mon Upsilon que mon Silencer stressé au possible. Mais surtout, plutôt que de faire fuir Talonbane Cobra qui était agonisant à ce stade, il a fait le choix de manœuvres à basse vitesse de sorte que Quickdraw lui rentrait dans le cul, incapable de lui tirer dessus, mais tout autant de faire pivoter sa tourelle pour s'en prendre à Han Solo qui arrivait par derrière. Et comme je suis un peu con comme garçon, je ne suis pas tombé dans le piège une fois, mais deux. Cependant, j'ai pu dégager Blackout au milieu du tapis de jeu. Son stress l'empêchait de se repositionner au mieux, mais, sauf erreur, il avait un angle de tir sur Talonbane Cobra. Ce qui n'a rien changé. Nous en étions au dernier tour de jeu. Aucun vaisseau n'était sorti. Pourtant, au moins pour ce qui est de Talonbane Cobra en face et de Quickdraw chez moi, ça n'était pas passé loin. Mais non, aucun vaisseau de sortie. Je l'ai cependant emporté au point, ayant dégagé la moitié Talonbane Cobra et celle de Forlom. Je ne m'en suis finalement guère pris à Han Solo pour 67 points d'escadron. Albu de son côté n'avait obtenu que la moitié des points de Quickdraw, 32. Victoire du premier ordre, mais un tantinet frustrante quand même. Comme cette partie dans son ensemble que j'ai trouvée bizarre. Pas inintéressante, certainement pas ennuyeuse, mais bizarre. Je ne saurais pas vraiment dire pourquoi. Peut-être parce que les listes se répondaient étrangement. Honnêtement, je ne sais pas. Sur le tapis de jeu voisin, Acteris s'est semble-t-il assez vite retrouvé en difficulté face à ses préchams, lequel l'a largement emporté en définitive. Pour le deuxième round, nous avons décidé de faire jouer les gagnants contre les gagnants, et je me suis donc retrouvé face à ses préchams qui jouait lui aussi une liste du premier ordre. En fait, nous alignions tous les deux Quickdraw, puisque mon adversaire avait hérité de ma proposition de socle pour le premier ordre, même si les deux chasseurs TSF fonctionnaient en fait assez différemment. A noter, il y a eu une petite confusion qui était entièrement de ma faute. Le socle que j'avais proposé était initialement équipé de missiles groupés, que j'avais remplacé ultérieurement par des missiles à concussion, ceci afin de ne pas pâtir de la règle prohibant de faire plus d'une attaque bonus par tour, la faculté spéciale de Quickdraw comme celle de l'artilleur des forces spéciales et celle des missiles groupés renvoyant toutes à des attaques bonus. Cependant, ces préchams en étaient restés au premier état de ce socle et je pouvais difficilement le lui reprocher. Rien de grave. Mais nous alignions aussi tous les deux une navette de commandement de classe Upsilon. Or, plus encore que pour ce qui est de Quickdraw, l'approche était très différente. En effet, Seprecham a choisi de recruter le lieutenant Dormitz et de lui associer des données de pistage hyperspatiales, ce qui lui permettait de placer ses deux autres vaisseaux, ses chasseurs, bien plus en avant que normalement, prêts à fondre sur mes vaisseaux dans une optique qui pourrait aisément devenir Alpha Strike. Le lieutenant Dormitz était par ailleurs équipé d'un rayon tracteur, bénéficiant des batteries jumelées du coup, et avait une coque améliorée. Il emportait aussi dans son équipage le droïde Gonk GNK, n'a cependant pas fait usage de ces améliorations dans la partie, sauf erreur. Mais restait de la place pour un troisième vaisseau qui serait un chasseur TIE FO, piloté par nul autre que Midnight. Seprecham l'a équipé d'optiques avancées tout en lui conférant le talent tir habile, soit exactement les mêmes améliorations que j'avais attribuées à Blackout via la proposition d'Acteris, et pourtant, là encore, les deux vaisseaux opposés ne fonctionnaient au fond pas du tout de la même manière. Le déploiement a forcément été affecté par l'association du lieutenant Dormitz et des données de pistage hyperspatiales. D'une part, Seprecham a choisi de se déployer entièrement au niveau d'initiative 6, soit après mon pilote de la base Starkiller et Blackout, mais sauf erreur avant ma Quickdraw. D'autre part, Midnight et sa Quickdraw étaient de la sorte considérablement avancés dès le premier tour, avec un marqueur de concentration, qui plus est dans un couloir dénué d'obstacles. Mais ici, en fait, j'avais eu mon mot à dire, ou plus exactement, je m'accommodais très bien d'une certaine manière du placement des astéroïdes et nuages de débris. En fait, de couloir, il y en avait un autre, encombré certes, mais c'était tout bénef pour Blackout. J'ai cependant pris soin de mettre un minimum de distance entre ma Quickdraw et le pilote de la base Starkiller pour ne pas me prendre des missiles groupés de la Quickdraw d'en face, et bien dans la face.
Tout indiquait que ces préchams feraient montre d'un pilotage agressif, Dormitz y incite de toute façon. Mais cela illustrait la manière très différente dont nous pilotions chacun notre Epsilon. Pour ma part, j'y allais pépère, usant quand il le fallait du stop rouge, désireux que j'étais d'empêcher aussi longtemps que possible tout vaisseau ennemi de passer derrière moi. Mais ces préchams s'est montré peu brutal avec Dormitz, et ça me plaisait bien puisque j'avais Blackout en embuscade. Je n'en ai hélas guère profité, la faute à pas de chance. Ça ne sert à rien de pester contre les dés, c'est une évidence. Mais je dois dire que je l'ai eu particulièrement mauvaise quand, durant les premiers échanges, j'ai enchaîné une attaque à 5 dés rouges sans la moindre touche, puis une attaque à 5 dés verts avec le même résultat. Quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, la collision des deux navettes, qui s'avoinaient déjà depuis quelques tours à coups de brouette de dés rouges, était inévitable. Mais je ne l'ai pas vraiment regretté puisque je crois qu'elle a plus ou moins eu lieu selon mes termes, au sens du moins où ces préchams étaient bien plus avancés que moi, et j'avais quelques atouts dans cette situation. En effet, dans cette configuration, nos deux veaux marins de l'espace ne pouvaient plus se taper dessus. Cependant, la capitaine Phasma infligeait du stress au lieutenant Dormitz, ce qui ne lui facilitait pas la tâche pour se dégager, en même temps que cette position le rendait enfin vulnérable aux assauts de Blackout. C'est peu dire que cela m'arrangeait, je n'avais aucune envie de sortir de là, moi. Et le lieutenant Dormitz, stressé et de plus en plus amoché, n'a pas eu le choix. Pour se dégager, il a dû faire une manœuvre avec une vitesse relativement élevée, qu'il a expédiée dangereusement près de mon bord du tapis de jeu. Il ne pouvait alors plus rien faire pour inquiéter mes vaisseaux quels qu'ils soient, ce qui me permettait par ailleurs au pilote de la base Starkiller de manœuvrer enfin pour s'apprendre à Quick Draw et ou Midnight. Mais il y avait en outre des chances non négligeables pour que Dormitz sorte du tapis, et c'est bien ce qui s'est produit au tour suivant. Un virage serré aurait sauvé le lieutenant, mais le choix d'un virage sur l'aile lui a été fatal. La partie n'était pas terminée, cela dit. Au centre du tapis de jeu, ma navette faisait ce qu'elle pouvait, tandis que nos 4 chasseurs se tournaient autour avec plus ou moins de réussite. Et cette fois, c'est moi qui ai fait une grosse boulette en calant malencontreusement ma Quick Draw sur un astéroïde, l'empêchant de tirer, que ce soit pour une attaque normale ou pour sa riposte bonus. La Quick Draw d'en face et Midnight ont concentré leur tir sur mon TSF qui a fini par dégager. De mon côté, je n'ai pu sortir que la moitié du TFO. Mais la perte de Dormitz a bien été le moment capital, ce qui m'a permis de l'emporter 103 à 64. Une partie pas exempte de frustration et de bizarrerie, de part et d'autre à vrai dire, mais intéressante, oui. Même si ça n'a pas marché au début, j'ai par la suite pu constater que Blackout pouvait bel et bien faire très mal, comme il le promet sur le papier. Et je suis toujours plus enthousiaste en ce qui concerne l'Epsilon. Contre mon mauvais réflexe consistant à surcharger systématiquement mes gros socles, j'ai pu voir combien ce vaisseau presque à poil, ou avec juste le petit truc qui, peut faire très mal. Inutile d'en faire trop. Par contre, qui va piano va sano. Cela dit, je n'étais pas bien certain de savoir comment utiliser au mieux le lieutenant Dormitz et les données de pistage hyperspatial, et il va falloir que j'y réfléchisse, il y a sans doute quelque chose à en tirer, et c'est amusant. En revanche, Quick Draw planté sur un caillou, ça n'est pas amusant du tout. Sur le tapis d'à côté, Albul a emporté contre Acteris, dont le Major Vermeil avait lui aussi tendance à quitter le tapis de jeu. Et de fait, les ailerons adaptables du socle moyen présentent ce risque. J'en ai fait la mère expérience. Bilan plutôt positif donc, même si dans les 2 parties que j'ai jouées, on ne peut pas dire que ça a tourné au massacre. Visiblement, il n'en allait pas de même à côté. Reste un truc bizarre. Après toutes les parties jouées dans mes articles First Order is Funky, puis Enlist et enfin celui-ci, je suis toujours plus convaincu que de la puissance du premier ordre, ce qui ne m'apparaissait pas forcément si évident au sortir du kit de conversion, même si j'étais déjà plutôt enthousiaste alors que j'avais quelques vagues préventions en ouvrant la boîte. Mais tout le monde n'est visiblement pas de cet avis. Sur un forum, j'ai pu lire ainsi plein de critiques à l'encontre de cette faction. Outre l'antienne sur Quick Draw qui ne vaudrait plus rien, sérieux, elle est moins balèze qu'en V1, c'est certain, mais quand même, et ça vaut pour le TSF de manière générale, avec ses coûts revus à la baisse. J'ai lu à plusieurs reprises que les TFO étaient sans intérêt, et que le Silencer était injouable à ce prix, tout particulièrement Kylo Ren. En fait, seul l'Upsilon s'en tirait avec les honneurs, toujours relatifs, et l'on parle déjà, d'ores et déjà, d'un méta à 2 voire 3 navettes. Ce qui peut assurément être amusant, si improbable quand on regarde ça de loin. L'ajustement des coûts irait à vrai dire dans le sens de ces critiques, puisque le Silencer a été revu globalement à la baisse, et assez radicalement le cas échéant, 6 points pour Blackout comme pour Kylo Ren. Mon ressenti est pourtant tout autre. Certains TFO, le TSF de manière générale et les pilotes nommés de Silencer me paraissent très bons. Et moi qui suis parfois frileux au regard des coûts que je juge facilement trop élevés, je n'avais aucune critique à adresser à ces vaisseaux, y compris, voire surtout Kylo, que je trouve vraiment très bon.
Je suppose que cela traduit mon inexpérience en fait, tout particulièrement en matière de méta et ce qui va avec de tournois. C'est certain, reste que ces critiques systématiques me dépassent régulièrement. Ceci étant, je n'ai joué que le premier ordre ces derniers temps et j'y ai pris beaucoup de plaisir, avec par ailleurs des résultats plutôt honorables, hein, pour ce que ça vaut. Je sens bien que je ne peux pas continuer ainsi, sous peine bien vite de lassitude. Le réajustement des points m'incite à revenir sur l'Empire Galactique pour tenter des trucs nouveaux. Le TIE Phantom n'a plus de slot d'équipage. Et puis il me faudra tenter des trucs dans d'autres factions. Comme dit plus haut, je lorne tout spécialement sur les racailles. Enfin, en attendant les séparatistes, hein. Roger Roger.